Bonjour, alors aujourd'hui je propose de parler de l'épreuve qui a eu lieu hier, l'épreuve 1 de l'agrégation interne de 2023, juste disons les premières questions. Je vais faire une vingtaine de questions, peut-être les 20 premières, c'est pas la peine d'aller plus loin, de toute façon avec 6-7 questions déjà on a rempli à peu près le contrat. Mais bon, je vais continuer un petit peu plus loin. Je parlerai pas du problème, peut-être que j'en parlerai plus tard, du problème et vers quoi il tend. Déjà, je peux dire une chose, c'est que euh, la zone que les candidats feront est une zone où on se focalise sur très peu de théorèmes. Il y a au maximum Lagrange, le théorème fondamental de l'arithmétique. À un moment, il y a bien le lemme de Gauss, mais vraiment, par rapport à l'immensité du programme écrit, c'est vraiment juste une goutte d'eau, et donc vous vous doutez, c'est pas du tout le genre de problème qui plaît aux préparateurs, qui ont quand même bossé sur des choses plus profondes que ça, et ce ne sera pas un problème qui plaira non plus à ceux qui ont travaillé, qui ont vraiment travaillé le programme. Bon, toute cette zone-là, c'était des choses qu'on savait faire en terminale jusque dans les années 90 au moins, probablement en option maths. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, j'ai envie de dire plus jamais ça. On sait qu'un problème d'arithmétique, si on fait un problème uniquement sur l'arithmétique, ça va jouer sur une partie infime du programme. Et ça va créer évidemment des déceptions. Bon, aujourd'hui, il y a l'épreuve d'analyse. On espère que ça couvrira un petit peu plus pour que les gens puissent être admissibles sur des bases de travail, de préparation, etc. Et pas juste parce que c'est des gens un peu malins, quoi. Voilà. Alors, ça commençait par un vrai faux. Le 1A, z sur p puissance n plus multiplié est un corps pour tout p premier et quel que soit n, strictement positif. Évidemment c'est faux, il suffit de prendre p égale 2, n égale 2, z sur 4z, donc c'est pas un corps parce que 2 est non nul, évidemment, parce que 2 n'est pas multiple de 4, et la classe de 2, et la classe de 2 fois la classe de 2, ça fait la classe de 0, donc c'est non intègre, donc c'est pas un corps en particulier. Alors, petit b, 2, la classe de 2, on va dire, est-ce que ça engendre, on affirme que ça engendre, le groupe multiplicatif z sur pnz étoile, c'est-à-dire le groupe des inversibles de z sur pnz. Eh bien, alors déjà, c'est faux si P est pair, évidemment, puisque 2 n'est pas dedans. C'est lié à quelque chose qu'on avait raconté sur la chaîne, la conjecture d'Artin, c'est-à-dire que les générateurs de Z sur PZ sont très très mystérieux et arrivent avec une certaine probabilité, d'après la conjecture d'Artin. Donc ceci, pour un arithméticien, c'est extrêmement naïf, mais bon, voilà. Non, 2 n'engendre pas en général ça, et on peut essayer de regarder pour p égale 7, parce que pour p égale 5, oui, ça engendre, mais pour p égale 7, non, et n égale 1, donc on est dans z sur 7z, donc le groupe multiplicatif engendré par 2, c'est 1, l'élément neutre évidemment, 2, 2 au carré, et quand on prend 2 au cube, ça fait 8, donc modulo 7, ça fait 1. On retombe sur 1. Les autres sont différents de l'élément neutre. Donc on a 3 éléments, ce qui est normal, puisque 3 divise 6. Mais on n'en a pas 6, d'accord? Donc lui, il possède 3 éléments, alors que z sur 7z étoile possède un 7 moins 1 élément, puisque 7 est premier, c'est-à-dire 6. Donc il n'engendre pas le groupe. Petit c, on regarde z sur 9z étoile. Est-ce qu'il est cyclique? Pour la multiplication, évidemment.
Donc ça, c'est encore le groupe des inversibles de z sur 9z. Bien, alors la réponse, c'est oui, cette fois-ci. Bah oui, parce qu'on va regarder, justement, 2. On va regarder le sous-groupe engendré par 2. Il y a 1, 2, 4, 8. Mais modulo 9, 8, ça fait moins 1. Et donc maintenant, pour multiplier, c'est plus facile. On regarde moins 2, moins 4. Alors, ça peut être intéressant de regarder les choses dans l'intervalle entre 1 et 8. Donc on a 1, 2, 4, 8, 7. Ça, c'est moins 2, donc c'est 7, modulo 9, et 5. Et on voit qu'on a la liste de tous les éléments premiers avec 9. Parce que qu'est-ce que c'est que les éléments premiers avec 9, entre 1 et 8? C'est tout sauf les multiples de 3, et donc il faut évidemment enlever les multiples de 3, que sont 3 et 6. Et là, on les a tous, donc ça engendre, et c'est vrai. Puisqu'il est cyclique, puisqu'il est engendré par un seul élément, qui est 2. Petit d, on avait une matrice, donc une matrice de 2 à coefficient dans z. Alors, on peut la regarder modulo 5, en regardant tous ces coefficients modulo 5. Est-ce que le fait que la matrice soit inversible dans R, en tant que matrice de M2 de R, est-ce que ça implique qu'elle est inversible quand on la regarde modulo 5? Bon, évidemment non. On a un critère qui nous dit que une matrice sur un corps est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Alors évidemment, quand on prend M égale la diagonale 1, 5, M bar, ça va faire 1, 0, et qui n'est pas, évidemment, dans GL2 de Z sur 5. Petit e, un morphisme d'anneau mu de K dans L est-il toujours injectif? Non, ça c'est faux. Il n'est pas toujours injectif. Vous prenez Z, donne Z sur 5Z. Alors on va dire que c'est le morphisme, la surjection canonique de Z sur 5Z. Son noyau, c'est 5Z. Et donc, son noyau n'est pas trivial. Et donc, ce n'est pas injectif. Ou si vous voulez, vous trouvez deux éléments, 5 et 0, qui ont pour image 0, qui ont la même image alors qu'ils sont distincts dans Z. Voilà, on a terminé le vrai-faux. Bon, ensuite, il y a l'exercice 1. Alors, on avait L, un K espace vectoriel. Donc ça les numéros des questions se suivaient, donc là c'est le petit 2. L, un K espace vectoriel, et on fixe une partie libre à K éléments. D'accord ? Et il faut montrer que x1, xk, xk plus 1 est libre, xk plus 1 c'est un élément de L, si et seulement si xk plus 1 n'est pas combinaison linéaire des xi pour i allant de 1 à k. Bon, alors, classique dans les espaces vectoriels, l'implication ne nécessite même pas ceci, c'est-à-dire, supposons, on le fait par la contraposée, supposons que xk plus 1 est combinaison linéaire des xi de 1 à k, alors on a forcément une relation non triviale ici. Pourquoi non triviale? Entre les xi de 1 à k plus 1, parce qu'ici c'est 1 fois xk plus 1 et que 1 est différent de 0. Dans tous les corps, on a 1 différent de 0. C'est comme ça. Et ici, donc, il va y avoir donc une relation de liaison. Donc on a montré la contraposée. Montrons maintenant l'implication inverse. On va supposer que xk plus 1 n'est pas combinaison linéaire des xi de 1 à k. Et on va montrer que ça, c'est libre. Donc, on suppose une relation ici. Et il faut montrer que tous les alpha i sont nuls, de 1 à k plus 1. Donc, si, supposons qu'on va faire 2k, on va supposer que alpha k plus 1 est nul. Alors, dans ce cas-là, s'il est nul, on va avoir juste cette relation-là. Et comme là, cette fois-ci, on se sert du fait que les xi de 1 à k forment une partie libre,
Et donc tous les alpha i sont nuls, donc c'est bon. D'accord, voilà, là, dans ce cas-là, tout va bien. Maintenant, si alpha k plus 1 est différent de 0, alors dans ce cas-là, il faut voir que alpha k plus 1, comme il est non nul dans un corps, il est inversible, d'accord, et du coup, x k plus 1 va s'écrire somme de i égale 1 à k de moins alpha i sur alpha k plus 1, donc c'est là où ce cercle est inversible, fois xi, i de 1 à k, et on voit que x k plus 1 est combinaison linéaire de xi, ce qui est absurde, parce qu'on avait supposé que ce n'était pas combinaison linéaire. Donc c'est absurde, et ce cas est impossible, il ne reste plus que ce cas-là, et on a montré que c'était libre. Troisièmement, compter le nombre de familles libres à k éléments dans k puissance n, ou disons dans un... Alors on est plus généralement dans un espace de dimension n sur k, d'accord? Donc un espace de dimension n sur k, il est isomorphe à k puissance n, avec le cardinal de k, un corps, de cardinal p, comme z sur pz, p premier. On ne se sert pas du fait que p premier ici. Alors, il faut montrer que c'est donné par cette formule. Il y a k facteurs qui sont de la forme p puissance n moins p puissance i, où i va de 0 à k moins 1. On va faire une récurrence sur k. On va supposer que k est supérieur ou égal à 1, évidemment, parce que sinon ça ne voudrait rien dire ici. L'initialisation, pour k égale 1, ça veut dire que c'est juste le nombre de familles libres à un élément, c'est Pn moins 1. Alors oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'une famille libre à un élément? On le sait, c'est juste un élément non nul. Donc il faut choisir un élément non nul dans L. D'accord? Combien on a de choix? L est de dimension n, donc il est isomorphe à k puissance n. On va avoir le cardinal de k puissance n qui est égal évidemment au cardinal de k puissance n, ça fait p puissance n, et auquel on enlève l'élément non nul, moins 1. Donc on a bien ceci, on a bien la formule pour k égale 1. Ensuite, l'hérédité, on va utiliser le 2. On suppose que c'est vrai pour k, on veut le montrer pour k plus 1. Ici, on a déjà choisi notre famille libre à k éléments. Il se trouve qu'une sous-famille d'une famille libre est toujours libre. D'accord? Donc, se donner une famille libre à k plus 1 éléments, ça revient à se donner une famille libre ici à k éléments, tout d'abord, puis choisir un élément tel que ceci est libre. Mais la question 2 nous dit que ça va être libre si et seulement si xk plus 1 n'est pas combinaison linéaire. Donc, ça veut dire que xk plus 1 n'est pas dans le sous-espace engendré par les k premiers éléments. Mais comme cette partie est libre, ce sous-espace est de dimension k, petit k. Donc, il est isomorphe, ce sous-espace-là, à k puissance petit k, par l'existence d'une base. Ce qui fait qu'il est cardinal p puissance k. Comme on ne doit pas le prendre, on peut le prendre n'importe où, sauf là-dedans, d'après le petit 2, eh bien, il suffit de multiplier maintenant notre nombre de choix de parties libres à k éléments par le choix de xk plus 1, qui est égal forcément à p puissance n, on peut le prendre dans E, mais pas dans ce sous-espace qui est cardinal p puissance k. Voilà, donc on a montré l'hérédité. Pour l'exercice 1, il reste encore une question. Donc, dernière question de l'exercice 1, il fallait montrer que le cardinal du groupe GLN de K, qu'on appelle l'ordre aussi des fois, c'est le produit de Pn-1, Pn-P jusqu'à Pn-P puissance N-1. Alors, oui, classique aussi, GLN de K est en bijection avec ici l'ensemble des bases de Kn. Alors, il faut dire quelque chose quand même sur cette bijection. Si on prend une matrice P de GLN de K, inversible, et qu'on prend pour EI la base canonique de Kn, P des EI, ça c'est une base. D'accord?
Et le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, il dit que, bon, d'abord, qu'un endomorphisme est donné de façon unique par l'image d'une base, et que cet endomorphisme est bijectif si l'image de cette base est une base. Donc ici, on a l'image d'une base, et qui est une base, parce que là, c'est bijectif, et c'est ainsi et seulement si. Donc, là, on a une application, et sa réciproque, c'est évidemment l'application qui a une base ici, associe la matrice de passage de EI à FI, puisque cette matrice de passage vérifie bien ceci. Voilà, donc on a construit notre bijection, et il suffit de compter maintenant le nombre de bases pour pouvoir compter le cardinal du groupe. Et il se trouve que une base de Kn, c'est tout simplement, c'est un théorème du cours, une partie libre de Kn qui possède n éléments. Donc, on peut prendre la question précédente et dire finalement que le cardinal de Gln de K, donc le nombre de bases, eh bien, c'est le nombre de parties libres à n éléments, et ça, c'est donné par petit 3, et c'est ça. Voilà, avec ça, on avait terminé l'exercice 1, et déjà, si on a fait tout juste, on commence à être pas mal. Alors on attaquait ensuite l'exercice 2. On a dn, l'ensemble des diviseurs positifs, strictement, forcément, de n. Allons-y pour le 5a. Il faut calculer phi de pk, p puissance k. P est un nombre premier, k quelconque. Alors, au tout début du problème, on nous dit que phi de n, c'est à la fois le nombre de générateurs de z sur nz étoiles multiplicatifs, et aussi le nombre d'éléments premiers avec n, compris entre 1 et n. Donc on prend les éléments de 1 à pk, donc il y en a p puissance k, et on enlève ceux qui ne sont pas premiers avec p puissance k. Voilà. Mais j'affirme que ne pas être premier avec p puissance k, pour un m compris entre les deux, c'est équivalent à dire que p divise m. Alors, effectivement, si P divise M, comme P divise P puissance K, parce que K est supérieur ou égal à 1, eh bien, ça fait que P divise, forcément, par la propriété du PGCD, le PGCD de M et de P puissance K. Et donc, on a bien que le PGCD est différent de 1. Bon. Maintenant, réciproque, on suppose que le PGCD de M et de P puissance K est différent de 1. Alors, ça veut dire qu'il existe, comme il est différent de 1, il est forcément divisible par un Q qui est premier. Ce qui fait qu'on a Q qui divise M et Q qui divise P puissance K. Mais le seul diviseur premier de P puissance K par le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est P. Donc Q égale P, ce qui fait que P divise M. Bon, voilà. Alors maintenant, il reste à trouver le nombre de M parmi les éléments de 1 à p puissance k, tels que p divise m, puisque j'ai remplacé ça par ça. Ben oui, donc ça veut dire que m est égal à p fois s, et s, forcément, comme m se balade entre 1 et p puissance k, s il se balade entre 1 et p puissance k-1, donc il y a p puissance k-1 éléments, et que l'on retire. Voilà, donc on a déjà cette formule qu'on met de côté. Maintenant, petit b. On a l'ensemble des M1, donc des diviseurs positifs de M1, croix des M2 dans des M1, M2. On suppose que M1 et M2 sont premiers entre eux, et on regarde l'application qui a D1, D2, le couple associe D1 fois D2. Alors il fallait montrer que c'était une bijection. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que c'est bien défini, il faut montrer que c'est injectif, il faut montrer que c'est surjectif. Peut-on se passer de la surjectivité connaissant l'injectivité? Comme c'est des ensembles finis, on pourrait se dire, est-ce que je connais le nombre ici? Mais non, on ne connaît pas trop les cardinaux. Les cardinaux, on n'en a pas parlé. Donc, tout bêtement, on va faire vraiment bien défini, injectif et surjectif, ce dont parfois, quand on est un petit peu plus avancé dans la connaissance, on est capable de se passer, mais pas cette fois-ci. Alors, bien défini, il faut montrer que si j'ai un diviseur là, alors j'ai un diviseur là de M1, M2. Ce qui est assez évident, mais
pense que c'est bien de le dire. Hein. M1 égale D1 K1, M2 égale D2 K2, bah, ça fait M1 M2 égale D1 D2 K1 K2, et donc on a bien que D1 D2 est là-dedans. Donc c'est bien défini. Injectif. D1 D2 égale D'1 D'2. Alors attention, hein, il n'y a pas d'injectivité par le noyau ou des choses comme ça, c'est purement ensembliste. Donc ici, il faut montrer que D1 est égal à D'1 et D2 égale à D'2. Alors la première remarque qu'on fait, c'est que comme D1 divise M1 et D'2 divise M2, par définition, alors D1 et D'2 sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que si on avait un nombre premier, si c'était différent de 1, par l'absurde, on aurait un nombre premier qui diviserait les deux, mais en divisant les deux, il diviserait forcément, par transitivité de la relation divise, M1 et M2. Voilà. Mais ça, c'est absurde parce que M1 et M2 sont premiers entre eux. Donc, D1 et D'2 sont premiers entre eux, on dégaine le lemme de Gauss, ça fait D1 divise forcément, comme D1 divise le membre de gauche, il divise le membre de droite, mais il est premier avec lui, donc il divise lui, ça fait D1 divise D'1. Mais par symétrie, D'1 divise D1, et comme ils sont positifs, ça veut dire qu'ils sont égaux, et du coup, D1 égale D'1, et évidemment, D2 égale D'2. Voilà, on a montré l'injectivité, on va passer à la surjectivité. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Alors allons-y pour la surjectivité. Donc on part d'un D qui est là-dedans, il faut trouver D1 et D2 là-dedans, tel que ce soit une préimage. Alors on va trouver ça, on part de D divise M1, M2. D, je le décompose comme ça en produit de nombres premiers, donc on a une unicité, ici on a ici ce qu'on appelle des p-évaluations, bon, c'est les exposants, hein. Bon, je les appelle nu-p de D, ça va être appelé comme ça, je crois, à la suite. Ensuite, on prend M1, bah, forcément, il a sa décomposition aussi, M2 a sa décomposition, et je vais prendre dans cette décomposition, je prends une partie P1 des nombres premiers et P2 des nombres premiers, de sorte à ce que les exposants ici soient tous non nuls. Bon, alors maintenant, je rappelle que M1 et M2 sont premiers entre eux, ce qui fait que les parties P1 et P2 de nombres premiers sont disjointes. Sinon, il y aurait un nombre premier qui diviserait les deux, et ce ne serait pas possible. Donc maintenant, je vais poser D1 égale le produit pour P dans P1, justement, des petits p puissance nu p de D, que je vais chercher ici. Ils sont uniques hein, par l'unicité de la décomposition en nombre premier. Hein, donc ça, c'est le TFA, théorème fondamental de l'arithmétique. Et pareil pour D2, mais avec P2. Alors maintenant, on vérifie si on rentre bien dans le cahier des charges. Il faut d'abord que D1, D2 fois D2 hein, soit égal à D. Alors oui, parce que quand on va multiplier D1 par D2, on va avoir le produit des P dans P1 union P2, mais P1 union P2, c'est exactement P. Hein. Donc je rappelle, j'ai pris ici, hein, P, c'est l'ensemble des petits P qui divisent, le premier, hein, qui divise M1, M2, c'est-à-dire tel que ceci, c'est non nul. Et P, évidemment, égale à P1 union P2, cette union étant disjointe parce que M1 et M2 sont premiers entre eux. Donc on a D1, D2 qui est bien égal à ça, parce que P est égal à la réunion disjointe de P1 et P2. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, on va montrer que D1 divise M1, et de la même manière, D2 divisera M2. D1 divise M1. Il suffit de montrer que nu p de D est inférieur ou égal à nu p de M1. Pour P dans P1. Mais nu p de D, c'est inférieur à nu p de M1, M2, parce que D divise M1, M2. Donc là, ça c'est inférieur. Toujours le théorème fondamental de l'arithmétique. Et nu p de M1, M2, comme P1 et P2 sont disjoints, c'est exactement nu p de M1.
d'accord? Parce que c'est nup de M1 plus nup de M2, mais nup de M2, ça fait 0. Voilà. Donc, on a bien ceci. Si P, évidemment, appartient à P1, donc D1 divise M1, et de même D2 divise M2. Voilà. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a plein de petites choses à faire. Donc, on a démontré qu'on avait une bijection ici. Alors, ensuite, dans cette question 5, il y avait la 5C, où on a introduisé la fonction f de n sur les entiers naturels strictement positifs. C'est la somme des phi de d pour d divise n. Alors le but, c'était de montrer que f de n était égal à n, évidemment. Donc dans la 5C, il fallait montrer que si M1, M2 sont premiers entre eux, alors f de M1, f de M2 égale f de M1, M2. C'est-à-dire que f est une fonction arithmétique, en quelque sorte, multiplicative, fonction arithmétique. Donc on y va, on part de f de M1, f de M2, on écrit la définition. Bon, on ne peut rien faire d'autre que développer. Ici, on a D1, D2 dans DM1 croix DM2, pour reprendre les notations de l'énoncé. Et on a phi de D1, phi de D2. Donc ici, on a envie de faire un changement de variable, puisque ça, on a vu que c'était en bijection avec D, M1, M2. Mais maintenant, il faut avoir quelque chose de concret ici. Et en fait, phi de D1 fois phi de D2, c'est égal à phi de D1, D2. Alors pourquoi? Parce que D1 et D2, on a vu qu'ils étaient premiers entre eux. Comme ils sont premiers entre eux. Alors bon, ça c'est quelque chose, je ne sais pas s'il fallait le rappeler, si c'est un théorème ou quoi. C'est vrai que c'est peut-être un peu flou. En tout cas, la preuve est simple. Vous avez le lemme chinois qui dit que si D1 et D2 sont premiers entre eux, alors vous avez un isomorphisme d'anneau ici. Et donc cet isomorphisme d'anneau, eh bien vous allez juste regarder les inversibles. Mais les inversibles à gauche et les inversibles, donc ils vont être en isomorphisme, d'accord, multiplicatif. Et ici, vous pouvez regarder juste les couples d'inversibles correspondent aux inversibles du produit. Donc ici, vous voyez bien que comme le cardinal, le cardinal de ça, c'est exactement ça, et le cardinal de ça, c'est exactement ça. Donc il y a égalité par isomorphisme de groupe. Voilà. Bon, ça, je n'arrive pas à savoir si on est censé connaître cette... c'était bien de rappeler un petit peu la preuve, ou d'autres preuves, il y en a d'autres. Celle-ci me paraît assez élégante. Voilà. Et donc maintenant, ça fait phi de D1, D2, donc phi de D, d'accord, puisque D, c'est dans le changement de variable, c'est D1, D2. Et donc on reconnaît f de M1, M2. Et c'est terminé pour cette question un peu difficile, quand même, il faut bien reconnaître. Là, dans l'exercice 2, là, on monte en difficulté quand même. Alors, maintenant, il fallait montrer que f de n était égal à n, d'accord? Et on avait tout ce qu'il fallait, sauf que j'ai oublié de démontrer quelque chose dans le petit a qui était demandé, puis je vais le faire là maintenant. Alors, f de n, donc c'est f de le produit des p puissance nu p de n quand p parcourt les nombres premiers. Bon, très bien. Théorème fondamental de l'arithmétique, encore une fois, on s'en lasse pas. C'est donc le produit des P dans grand P de F de P, donc ça commute à cause de ça. Alors ça, c'est le petit c. Alors, bien sûr, ça demande, on voudrait faire ça bien, il faudrait une récurrence parce qu'on l'a montré que pour deux facteurs. Bon. Mais ça, on s'en doute. Maintenant, on tombe sur des f de p puissance k. Donc f de p puissance k, on revient à la définition. Diviser p puissance k, c'est être un p puissance i, avec i de 0 à k. Donc vous avez phi de pi, c'est pi moins pi moins 1. Bon, pour i égale 0, pi moins 1, il faut avoir la convention que ça fait 0. Et donc, il y a une élimination terme à terme. Et donc, il va rester, c'est ce catapulte, il va rester que p puissance k. Donc ici, on a bien le produit pour p appartenant à grand P. Ici, on peut éliminer f, parce que ça, voilà. On a p puissance nu p de n. Et on reconnaît n, ce qui nous fait f de n égale n.
l'exercice 2 n'est pas tout à fait fini, il reste encore, disons, 3 questions, disons une question avec 3 sous-questions. Voilà. Alors on a attaqué la question 6. L'environnement, on a un corps K, de cardinal C plus 1, ok, on prend. On veut montrer que le groupe K étoile, multiplicatif, est cyclique. Voilà. Et on pose pour ça n de D, le cardinal de l'ensemble des X d'ordre D. Il faut calculer dans un premier temps la somme des D qui divise C de n de D. Bon, l'idée c'est que ça va être C en fait. Pourquoi? Parce que K étoile, on va le partitionner en parties d'éléments d'ordre D, d'accord? Et forcément, d'après Lagrange, D divise l'ordre du groupe. Et l'ordre du groupe, K étoile, là c'est C plus 1 moins 1, donc ça fait C. Il est évident que c'est une partition de K étoile par Lagrange. Il est évident que c'est disjoint 2 à 2 parce que l'ordre c'est uniquement déterminé. Donc maintenant on prend le cardinal, et le cardinal de K étoile c'est C, mais c'est aussi la somme des cardinaux de tous ces ensembles, donc on a ça. Bien, maintenant on passe au petit b1, qui était la première partie vraiment ardue. Donc on suppose qu'il existe un X d'ordre D. Voilà, on s'est fixé un D dans le diviseur de C, et on suppose qu'il existe un X d'ordre D. On regarde H, le sous-groupe engendré par X, et ce sous-groupe, évidemment, comme X est d'ordre D, il est isomorphe à Z sur DZ, par définition. Eh bien, il faut montrer que tout élément d'ordre D est dans H. Alors, il disait avec un polynôme judicieux. Le polynôme judicieux, c'est xd moins 1, évidemment. Donc, on regarde le cardinal de H, l'ordre de H, si vous voulez, c'est D. Là, ça vaut le coup de l'appeler l'ordre de H. C'est D, parce que c'est l'ordre de X. Et je regarde maintenant S, l'ensemble des Y dans K étoile, qui sont racines du polynôme xd moins 1. Voilà. Je sais que sur un corps, alors ça c'est un théorème, sur un corps, le nombre de racines est inférieur au degré. Ça c'est bien connu, c'est plus général sur un anneau intègre. Donc c'est inférieur ou égal à D, voilà. Et maintenant, on peut remarquer que si Y est dans H, alors Y est une puissance de X, par définition. Donc maintenant, en mettant la puissance D, ça fait Y puissance D égale XDS. Et ce qui fait, comme XD est égal à 1, ça fait 1 puissance S, ça fait 1. Donc, j'ai démontré que H était inclus dans grand S. Mais comme lui a D éléments et lui moins de D éléments, ça fait H égale S. Ce qui fait qu'en particulier, quand on prend un élément d'ordre D, il est dans S, et donc il est dans H. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, faut montrer que n de D, dans un deuxième temps, est inférieur ou égal à phi de D. Ben oui, mais il faut faire attention, parce qu'il y a deux cas. Le premier cas, c'est parce que là, on avait fait la supposition qu'il existait un X d'ordre D. Voilà. Alors, si il n'existe pas de X d'ordre D, donc n de D égale 0, alors ben oui, c'est vrai, parce que phi de D est positif, et n de D égale 0, donc c'est vrai. Si ça existe, alors n de D, c'est le cardinal de l'ensemble des éléments d'ordre D, mais ils sont tous dans H, d'après ce qu'on a vu, donc on est en train de regarder l'ensemble des éléments d'ordre D, ce sont les générateurs, d'accord, de H, et le nombre de générateurs de H, c'est phi de D, donc on va avoir ici égalité, donc en particulier inégalité large. Alors maintenant, on a attaqué le petit c. Eh bien, on dégaine la formule qui a été prouvée tout à l'heure, que C, c'est la somme des phi de D pour D divise C. On dégaine ce qu'on vient d'obtenir, c'est que c'est supérieur à la somme de D divise C de N de D, puisque phi est toujours plus grand que N.
et on dégaine avec le petit a que ça c'est égal à c. Donc on peut faire une soustraction, et ici, je vais soustraire terme à terme, ça fait la somme de d divise c de phi de d moins n de d, est égal à c moins c, donc 0. Et là, donc, on a une somme d'éléments positifs, d'après le b, qui fait 0. Donc tous les termes sont nuls, en particulier pour d égale c, donc j'obtiens n de c égale phi de c. Voilà. Mais phi de c est strictement positif, donc n de c est strictement positif, ce qui fait qu'il existe un élément d'ordre c, et donc forcément, il engendre k étoile. Et on a démontré que k étoile était un groupe multiplicatif cyclique par une méthode assez classique. Voilà, c'était terminé pour l'exercice 2, et après on attaquait le problème. Ce sera dans un deuxième temps. Alors, on va continuer sur l'épreuve 1 d'agrégation interne 2023, et on va attaquer le problème. Bien, avant tout, je voudrais faire un errata de ce que j'ai dit hier. Dans le 1E, c'était dans le vrai-faux. Eh bien, j'avais pas vu que K et L étaient des corps. Alors, merci à Marie Gorlier, merci à Pierrot qui m'a aussi signalé la chose. Effectivement, j'avais pas vu. Je me suis concentré sur mu de K dans L, morphisme d'anneau, et j'avais pas vu que juste au-dessus, il y avait écrit KL corps. A priori, j'avais imaginé que si on parlait de morphisme d'anneau, c'est que c'était des anneaux, et que, bon, en même temps, si ce sont des corps, pourquoi on n'a pas dit que c'était un morphisme de corps? Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit que j'avais pas été le seul à pas avoir vu ça. Donc c'est vrai que ça trompe un petit peu. Ça me rappelle une histoire d'un collègue de Lyon qui maintenant est à la retraite et qui avait qui avait appelé O un compact et K un ouvert. Bon, bah évidemment, voilà. Donc ça, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut tout lire, faut pas être trop rapide dans sa lecture. Donc, ce qui faisait que, quand j'ai dit que c'était faux, ben non, c'est vrai maintenant, parce que on demandait de montrer que mu était forcément injectif. Ben oui, alors mu est non nul d'abord. Alors, pourquoi mu est non nul? Je suppose que c'est un morphisme d'anneau, bon, unitaire. D'accord? C'est-à-dire que 1 va vers 1. Bon. Donc du coup, comme 1 va vers 1, c'est non nul. Sinon, on pourrait parfaitement imaginer que K s'envoie sur 0. Bah, tous les axiomes du morphisme sont vérifiés, il me semble. Mais maintenant, si c'est un morphisme d'anneau unitaire, alors c'est autre chose. Bien. Alors donc du coup, ker de mu est différent de K, puisque mu est non nul. Mais ker de mu, on sait que c'est un idéal de K. Et donc, ker de mu égale forcément 0. Alors ça, c'est un classique, hein, qu'un idéal dans un corps est forcément soit K, soit 0, comme c'est pas K, c'est 0. Alors pourquoi? Parce que s'il contenait un élément non nul, disons X, alors, par stabilité de l'idéal, par n'importe quel élément, bon, on pourrait multiplier par x-1, puisqu'on est dans un corps, x est inversible, et x-1 donne x, et x-1 fois x, ça fait 1, l'unité du corps. Voilà. Et donc, comme il y a 1 dans un idéal, alors à partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte, il y a tout K. Ce qui fait qu'un idéal, dans un corps, c'est forcément tout ou 0. Enfin, je ne vais pas dire rien, mais 0. Alors, donc là maintenant, on a montré que comme c'était pas tout, eh ben, c'est 0. Et donc, ça, on sait que ça veut dire que c'est injectif. Voilà, désolé pour l'erreur, désolé pour les gens qui se sont dit, quand j'ai vu faux, je me suis dit, je me suis trompé, et désolé pour les gens encore pire, qui se sont dit, quand j'ai vu faux, je me suis dit, j'ai juste, et après ils se sont rendus compte qu'ils avaient faux. Bon, ok, alors maintenant on attaque le problème. Bon, ça a attaqué vraiment
grand doucement, c'était des petites choses complètement théorème fondamental de l'arithmétique. 7, montrer qu'il existe un unique cas. Donc on se fixe un n, un entier naturel strictement positif, et p premier. Et il faut montrer qu'il existe un unique cas tel que p puissance k divise n, et p puissance k plus 1 ne divise pas n. Alors, existence et unicité. Donc, bon, si on prend n et qu'on regarde sa décomposition qui existe par le TFA en nombre premier, et qui est unique, alors on peut poser k égale mp, donc ça c'est l'exposant de p dans la décomposition de n. Il est évident que pk divise n, d'accord, puisque quand on va diviser, on va simplement simplifier, il va rester un produit de nombres premiers, donc ça va donner un entier. Maintenant, quand on regarde n divisé par p puissance k, ben, ça fait le même produit, mais sans p, d'accord? Voilà. Et donc ici, on a quelque chose que p ne divise pas. P ne divise pas ceci, parce que p ne fait pas partie des nombres premiers qui sont dans la décomposition, et c'est l'unicité finalement de la décomposition en nombres premiers qui joue ici. Donc ce qui fait que pk plus 1 ne divise pas n, et on a rempli notre contrat. Alors maintenant, l'unicité. Alors on va montrer que k est forcément égal à mp. Si pk divise n, d'accord, alors forcément k est plus petit que la p-valuation de n. Bon, ça c'est clair, hein, c'est vendu avec le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc on a l'inégalité large. Mais maintenant, si c'était une inégalité stricte, alors ben, k plus 1 serait inférieur ou égal à mq, et p puissance k plus 1 diviserait n, ce qui n'est pas. Voilà. Donc on a égalité, et d'où l'unicité. Bon, 8. Faut montrer, donc on appelle ce cas, on l'appelle nup de AB. Mais je l'avais déjà appelé comme ça avant, c'est une écriture classique hein, des p-valuations. Donc nup de AB, il faut montrer que c'est nup de A plus nup de B. Bah, on décompose A, on décompose B, on décompose AB maintenant de deux manières, soit en multipliant A fois B, soit en écrivant ben, AB égale le produit des P puissance nup de AB. Et on applique l'unicité dans la décomposition, hein, dans le théorème fondamental de l'arithmétique, et ça nous donne ça, pour tout P premier. Ensuite, on prenait un rationnel, A sur B, donc avec A et B des entiers positifs, et il fallait montrer que si A sur B est égal à C sur D, alors nup de A moins nup de B est égal à nup de C moins nup de D. Bon, alors ça c'est facile, on faisait ce qu'on appelait avant le produit des extrêmes et des moyens, c'est-à-dire ça. On applique la formule précédente à cette égalité, et ensuite on passe les choses là où il faut. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était dit dans le problème, je ne l'ai pas vu, mais comme je ne vois pas tout, ça prouvait que si R s'écrit A sur B, alors nup de R égale nup de A moins nup de B est bien défini. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'écriture du rationnel comme quotient de deux entiers. Voilà, donc on peut bien définir ça. Et ensuite, le dixièmement, c'était pas difficile, il fallait montrer que nup de RS est égal à nup de R plus nup de S. Bah, il suffisait d'appliquer 8 et 9, et là c'était vraiment direct. Voilà, pour l'instant, c'est pas le grand frisson. Hein. Alors, pour le 1A, il restait une question 11, une question 12. Alors, la question 11, bon, un tout petit peu plus difficile que les questions qui précédaient, bon, mais on n'en sortait pas grandi pour autant. Nup de R moins S est plus grand que min de nup de R moins nup de S, au sens large, hein. Fallait montrer ça. Alors, c'est symétrique en fait. Hein. Ici, le membre de droite est symétrique en R et S, le membre de gauche aussi, parce que nup de X est égal évidemment à nup de moins X.
Donc, on peut supposer, hein, par symétrie, que nu p de R est plus grand que nu p de S, de sorte à ce que le min soit nu p de S. Alors, on va écrire R égale A sur B, S égale C sur D. Alors, on peut écrire R égale A' sur B' fois P puissance nu P de R, où P ne divise ni A' ni B', et A', B' étant des entiers. Pareil pour S, donc ici, quand je prends un entier hein, qui est prime, ici, je dis que nu P de X' égale 0. Voilà. J'écris R moins S maintenant en mettant en facteur P puissance nu P de S. Je réduis au même dénominateur. Et ici, je remarque que j'ai le produit de deux éléments primes, en quelque sorte. Donc le nu P du produit, c'est encore 0. C'est la somme des nu P, donc c'est 0 plus 0. Et ici, on peut avoir un nu P positif, strictement positif, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il est positif ou nul. Ce qui fait que, quand on regarde, on a mis ça sous forme de produit, parce que ici c'est un entier, hein, bien sûr, donc on a nu P de R moins S, qui est supérieur ou égal à nu P de S. Voilà, et c'est ce qu'on voulait démontrer finalement. Et le 12, on rajoutait 0 dans l'histoire, avec la convention que nu P de 0, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, pareil, par symétrie, je vais juste regarder le cas où R est égal à 0, donc par symétrie ici. Je vais vous faire remarquer que moins 0 est égal à 0, donc la symétrie continue à fonctionner avec cette convention. Alors il faut montrer que nu P de moins S est supérieur ou égal à min de plus l'infini nu P de S. Ben oui, parce que ça c'est nu P de S, et le min des deux, c'est forcément nu P de S par convention du min. Voilà, on avait terminé le 1 grand A. Le 1 grand B est tout de même un peu plus intéressant, avec une preuve élégante de la formule de Legendre. Alors, on attaquait la partie 1B. Alors, la partie 1B, là, ça commençait à devenir intéressant. Je veux dire intéressant mathématiquement, parce que c'était une preuve que je ne connaissais pas, en tout cas personnellement. Mais attention, hein, de la même manière qu'il faut, on va dire, séparer l'homme de l'artiste, il faut aussi séparer les mathématiques qui sont intéressantes en soi et les mathématiques qui évaluent. Je continue à dire que encore dans cette partie du problème, il y avait très très peu d'évaluation pertinente, en quelque sorte. D'ailleurs, dans tout le problème. Et ça va être valable pour tout problème qui va concerner uniquement l'arithmétique. Qui est de l'arithmétique, c'est très bien, mais uniquement de l'arithmétique, c'est quand même un peu fort, quoi. Même à l'agrég externe, pourtant, l'arithmétique est bien plus fournie dans le programme. Oui, c'est absolument déconseillé de faire un problème uniquement sur l'arithmétique. Alors on peut imaginer à l'agrég interne, quoi, hein. Quand on rajoute à ça que le second problème était uniquement basé sur les équations différentielles, c'est une année un peu difficile pour ceux qui ont travaillé, quoi, hein. Je le répète, c'est comme ça. Bon, sans compter qu'il y avait eu une erreur dans le second problème, qui n'a pas été relayé sur le site du jury. Sur les réseaux, les gens étaient un peu fâchés. Bien. On va quand même attaquer cette partie-là. J'ai dit qu'elle était jolie et on ne va pas bouder notre plaisir. Alors, la question 13. On pose EK, l'ensemble des I entiers de 1 à n, ça c'est une notation standard, tel que nup de I est supérieur ou égal à K. Voilà. Bon. Il fallait décrire EK et en déduire un cardinal. Bon, alors la description c'est quelque chose d'assez relatif, mais disons suffisamment bien décrire pour pouvoir ensuite en calculer le cardinal. Alors allons-y.
Par définition, EK, c'est l'ensemble des i de 1 à n, tel que p puissance k divise i. Voilà comment on interprète ça en termes de p-évaluation. Et donc, l'ensemble des i de 1 à n, tel que i est égal à p puissance k fois un certain m entier. Bon, donc maintenant, il faut juste voir comment, où choisir l'entier pour que i soit de 1 à n. Et comme i est compris entre 1 et n, eh ben, on écrit une double inéquation qui nous donne que m est compris entre 1 sur p puissance k et n sur p puissance k. Donc finalement, le nombre d'entiers, parce que m est en plus entier, eh bien, il faut que m soit compris entre 1 et la partie entière de n sur p puissance k. Ce qui fait que le cardinal, c'est exactement la partie entière de n sur p puissance k, et on avait terminé la question 13. La question 14. On fixe i de 1 à n, maintenant, d'accord, alors que là, on fixait plutôt k. Là, maintenant, on fixe i, et on cherche les k, et à dénombrer l'ensemble des k tels que i appartient à ek. Or ça, c'est assez facile. Donc, il faut que p puissance k divise i. Ça, c'est si et seulement si k est inférieur ou égal à nu p de i. Donc, on fait exactement l'équivalence qui était ici. Ce qui va faire que ça, c'est terminé, parce que là, maintenant, les k ici sont compris entre 0 et nu p de i. Donc, il y en a exactement nu p de i plus 1. Alors, ça pouvait surprendre peut-être ce nu p de i plus 1, mais c'est parce qu'on prenait les k dans n. Ça pouvait surprendre parce que ce nu p de i plus 1 n'était pas dans la formule qui suivait, parce qu'ensuite, on nous demandait de montrer finalement la formule de Legendre, qui dit que nu p de factoriel n, c'est égal à la somme de k égale 1 à plus l'infini des parties entières de n sur p puissance k. Alors, pour la petite histoire, quand même, et c'est un internaute qui me le fait remarquer, 2 jours avant l'épreuve, j'avais mis une vidéo où je démontrais, mais pas avec cette méthode, avec une autre méthode, la formule de Legendre, dans une vidéo qui parlait d'une preuve d'Erdős, du postulat de Bertrand. Bon, c'est pure coïncidence, il n'y a pas de délit d'initié, il n'y a rien du tout. Voilà. Mais là, on va le prouver avec la méthode suggérée par l'énoncé. En fait, vous voyez bien que l'idée, c'est quoi? Si on doit regarder le 13 et le début du 14, eh ben, on a tantôt fixé k et calculé le nombre de i, puis fixé i et calculé le nombre de k. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'on a un ensemble qu'on va appeler un ensemble d'incidences globales, et on va faire un espèce de Fubini discret sur cet ensemble. C'est-à-dire qu'on va calculer cet ensemble-là de 2 manières différentes, soit en fixant k et en calculant les i, soit en fixant i et en calculant les k. C'est-à-dire qu'on a des points entiers sur un réseau, et puis on calcule de 2 manières. Je dis Fubini discret parce que ça fait penser aux intégrales, aux intégrales doubles. Alors, regardez, on va appeler f l'ensemble des ki. Alors, attention, parce que l'idée, ce 1 était un petit peu gênant, d'accord? Il aurait été peut-être plus gentil de la part du concepteur, déjà de faire montrer que l'ensemble des k dans n étoile, c'est nu p de i. Comme ça, on aurait bien compris ce qui se passe. Mais bon, c'est pas non plus du sadisme, de faire démontrer ça, et puis ensuite d'enlever le 1. Bon, on a somme de i égale 1, donc ça, d'accord, par définition, c'est somme de i égale 1 à n de nu p de i. Pas tout à fait par définition, parce qu'on a vu que nu p, transformé comme un logarithme,
transforme la multiplication en addition. Hein, donc, transforme le produit de i égale 1 à n en somme de i égale 1 à n. Voilà. Bon, alors ça, c'est assez clair. Mais nup de i, on reconnaissait nup de i ici, mais là, c'était plus 1. Donc, l'idée, c'était de remplacer ça par la somme des cardinaux de l'ensemble des k, mais cette fois-ci dans n étoiles, au lieu de n, tel que i appartient à ek. Voilà. Donc maintenant, ça y est, je crée mon ensemble d'incidence. C'est l'ensemble f des couples ki, avec k entier mais non nul, et strictement positif, et i dans ek. Voilà, c'est mon ensemble d'incidence. Donc maintenant, j'ai deux façons de calculer son cardinal. D'accord. Soit je pars de i égale 1 à n, je fixe i et je compte le nombre de k, mais ce nombre de k, puisque c'est dans n étoile, c'est nup de i. Soit je fixe k, et ensuite je compte le nombre de i, et ça d'après le 13, c'était ça. Donc finalement, on a l'égalité entre ça, 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 ça et ça, et donc on obtient la fameuse formule de Legendre. Voilà, c'est joli de l'obtenir avec un Fubini discret. Alors maintenant 15, il fallait en déduire, ça c'est joli aussi, le nombre de zéros à la fin de factoriel 100. C'est une application très classique de la formule de Legendre. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre de zéros? Comment l'interpréter avec des p-évaluations? Eh bien, c'est le max de k, le nombre de zéros, c'est le max de k tel que 10 puissance k divise factoriel 100. Alors, j'écris ça comme ça parce que il n'y a pas de nu, on ne peut pas dire c'est nu indice 10, parce que nu, comme il a été défini, c'est pour tous les nombres premiers. Donc, ne pas écrire nu indice 10 a priori, ou alors il faut le définir. Voilà. Donc, ben oui, donc ça veut dire, alors regardez, donc là il y a quand même, enfin, un petit théorème. Donc, si 10 puissance k divise ce nombre, alors 2 puissance k le divise et 5 puissance k le divise. Voilà. Réciproquement, si 2 puissance k le divise et 5 puissance k le divise, alors le PPCM des deux le divise, ça c'est la propriété du PPCM, ce qui fait que 10 puissance k le divise. Donc j'ai une égalité entre cet ensemble-là et l'ensemble des k, tel que 2 puissance k divise factoriel 100 et 5 puissance k aussi. Donc je reste sur le max, ici, et là maintenant, j'ai des nombres premiers, donc je peux expliquer les choses en termes de p-évaluation. Donc ici, je vais regarder le max ici des k là. Bon, le max des k c'est nu2 de factoriel 100. Là c'est nu5 de factoriel 100. Il faut qu'on ait les deux à la fois. Donc c'est le min de nu2 et de nu5 de factoriel 100. Pour que les deux divisibilités soient valables en même temps. Bon, alors donc on commence par calculer évidemment le plus simple. Nu5 de factoriel 100. D'après la formule ici, ça va être partie entière de 100 sur 5 pour k égale 1. Et pour k égale 2, la partie entière de 100 sur 25. Bon, très bien. Et puis après, ça fait que des zéros, le reste c'est que des zéros, parce que 5 au cube, ça fait 125, donc ça dépasse 100. Donc ici, on a 24. Ok. Et nu2 de 100, déjà, on regarde le premier terme, on regarde 100 sur 2, ça fait 50. Donc nu2 de 100 est plus grand que 50, donc strictement plus grand que 24. Donc le min, ce sera forcément 24. Voilà. Donc le nombre de zéros, à la fin de factoriel 100, c'est 24. Prenez votre logiciel de calcul préféré, tapez factoriel 100, comptez à la main avec l'index le nombre de zéros. Vous verrez, ça marche, ça fait pile 24. La formule de Legendre ne se trompe jamais. Voilà. Et puis ensuite, il y avait une question 16. Nup de factoriel n, il fallait montrer que c'était plus petit que n sur p-1. Voilà. Bon, là, il n'y avait rien, c'était encore... tout ça, c'est de la terminale. Tout ça, c'est de la terminale. C'est ça, c'est un peu le problème, c'est qu'un prof de terminale va s'en sortir forcément mieux qu'un prof
de collège qui passent la grève. Bien dommage. Alors ici, on a la somme de k supérieur ou égal à 1 de ça. Donc je dégaine la formule de Legendre. Je dis que la partie entière est inférieure au nombre, évidemment. Et là, je reconnais une série géométrique de premier terme n sur p. Donc je mets le premier terme. De raison 1 sur p, donc qui est strictement plus petit que 1. Donc c'est 1 sur 1 moins 1 sur p. Et ici, donc je développe et je retrouve n sur p moins 1. Voilà, on avait fini avec le problème 1b. Et ensuite, il fallait attaquer le 1c. Bon, il fallait l'attaquer, non, il fallait pas. Il fallait rien du tout. Là, on a largement dépassé ce qu'un candidat peut faire en 6 heures. Mais bon, on va continuer sur la lancée. Allez, on attaque la 1C, toujours du problème d'agrégation interne 2023, de l'épreuve 1, qui parlait d'arithmétique. Bien. Quand on a n, un entier naturel, on sait qu'il existe une unique décomposition en base 2, donc comme ceci, avec les UI égaux à 0 et 1. Donc on a une écriture en base 2. Les UI sont donc déterminés de façon unique et on a une fonction S qui à n associe S de n égale la somme des UI. Donc on peut voir S de n comme la somme des composantes dans la décomposition binaire de n. Bien, alors la question 17 nous demande de montrer que nu2 de k plus 1 est égal à S de k moins S de k plus 1 plus 1. Bien. Alors, on va poser L égale nu2 de k plus 1. Il faut montrer que L est égal à ça, en quelque sorte. Donc ça veut dire que k plus 1, quand il se décompose en base 2, donc ici je mets évidemment les unités, donc on va avoir L0, puisque 2 puissance L divise k plus 1. On va avoir un 1 ici, parce que 2 puissance L plus 1 ne divise pas k plus 1, donc ça c'était déjà fait dans les questions d'avant, mais est-ce que c'était vraiment besoin de le faire? Et puis après on va avoir d'autres nombres jusqu'à UQ. Voilà. Alors maintenant si on doit regarder k, eh ben, il faut enlever 1 à ça, et il est assez clair que k s'écrit comme ceci en binaire. D'accord? Ce qu'il fallait le démontrer, pour moi c'est quand même assez clair. Ok, ce qui fait que S de k, ben, c'est la somme ici de UQ jusqu'à UL plus 1, plus L, moins S de k plus 1, ben ici on va avoir la même somme ici, plus 1, et donc avec le moins 1, plus 1, ça va faire L moins 1, plus 1, et donc ça va faire L. Donc ça marche bien. Alors, il est bien quand même de regarder le cas à part L égale 0, où les choses sont un petit peu différentes, parce qu'il n'y a pas de 0, et là c'est l'ensemble vide en quelque sorte, donc on est assez mal pour dire que ça se généralise, voilà, sans rien dire. Donc on le fait à part le cas L égale 0, ici j'avais mis L différent de 0, je ne l'ai pas signalé, mais voilà. Et donc si L égale 0, ça veut dire que ici il y a un 1, et dans l'écriture en binaire de k plus 1. Du coup, pour l'écriture binaire de k, il y a un 0 à la place, et puis le reste, ça ne bouge pas. Et pareil, quand on va faire S de k, donc c'est la somme de U1 jusqu'à UQ, moins S de k plus 1, pareil, mais plus 1, donc ça va faire moins 1, et plus 1, ça fait 0, et on retrouve L, évidemment. Donc on a démontré la formule voulue, et on a le 17 terminé. Du coup, ça donne une formule intéressante pour nu2 de factoriel n. Donc nu2 de factoriel n, c'est la somme des nus k allant de 1 à n. Donc on a la somme de k égale 1 à n, des nu2 de k, mais nu2 de k
c'est S de K-1 moins S de K plus 1, hein, avec un petit changement ici, avec la convention que S de K-1 c'est 0 quand K est égal à 1, que S de 0 égale 0. Et donc on a élimination terme à terme, et il va rester N moins S de N, d'après la formule qui est ici. Ça fait une jolie formule, et maintenant on attaquait le 19. Alors la formule n'était pas demandée explicitement comme ça, fallait trouver nu2 de factoriel n, et bon, donc ça valait le coup quand on a une formule comme ça de faire des petites vérifications sur des n petits pour voir si on ne s'est pas trompé. Bon, 19, on suppose que n c'est une puissance de 2, et il fallait montrer que nu2 de tous les nombres binomiaux, évidemment pour k strictement compris entre 0 et n, sont pairs. Donc effectivement, si vous regardez, dans le triangle de Pascal, la ligne 2, ben, vous avez que des nombres pairs, hein, parce que quand vous avez enlevé les 1 à l'extérieur, vous avez 2. Pour la ligne 4, ça fait que des nombres pairs, hein, vous avez 4, 6, 4. Pour la ligne 6, eh ben, ça ne marche pas, parce que en plein milieu, vous allez avoir un 15. Hein, 3 parmi 6, ça fait 15. Bon. Donc, on voit que ça a l'air de bien marcher pour les puissances de 2, en tout cas. Et allons-y, on va le montrer. Donc on va regarder nu2 de k parmi n, donc par la formule classique et la compatibilité avec la multiplication et la division qu'on a vu avant. C'est nu2 de factoriel n, moins nu2 de factoriel k, moins nu2 de factoriel n moins k, voilà. Et donc, en utilisant la formule qui est ici, comme n est égal à k plus n moins k, il y a élimination de ces parties-là, ce qui fait qu'il va rester uniquement moins moins, donc ça fait plus, donc s de k plus s de n moins k, moins s de n, mais s de n, évidemment, c'est 1, puisqu'en base 2, n s'écrit 1 avec que des zéros, donc quand on fait la somme, ça fait 1, et là, c'est strictement positif. Ben oui, pourquoi c'est strictement positif? Parce que comme k n'est pas nul, et n-k n'est pas nul non plus, eh bien ces éléments-là sont non nuls, donc ils sont forcément strictement positifs, et donc quand on les ajoute et quand on enlève 1, ça fait du strictement positif. Donc là c'est assez simple, et on nous demandait justement la réciproque, c'est-à-dire, vous voyez, tout à l'heure on a dit que 6, non, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que 6 n'est pas une puissance de 2. Donc il faut montrer que si tous les nombres binomiaux sur la ligne n du triangle de Pascal sont pairs, à part évidemment les deux extrêmes, alors n est une puissance de 2. Alors ça, petite parenthèse, ça peut faire penser à des choses dont j'avais parlé sur la chaîne, au moment du fractal de Pascal. Si vous regardez fractal de Pascal, il y a des choses qui sont liées à ça. Pour d'autres nombres premiers, on calculait même la dimension fractale du triangle de Pascal modulaire. C'est assez intéressant. Bon, mais ça, c'est plutôt la version low cost. On va montrer ça. On va le montrer par la contraposée. D'abord, on calcule nu2 du nombre binomial k parmi n. Donc évidemment, ça fait s de k plus s de n moins k moins s de n, comme on avait dit tout à l'heure, parce qu'il y a ces termes-là qui s'éliminent. Et maintenant, par contraposé, on suppose que n est différent de 2 puissance q, et il faut trouver un k tel que ceci n'est pas pair, c'est-à-dire tel que ceci est égal à 0. D'accord ? Voilà. Bon, et bien, prenons n. Comme il n'est pas égal à une puissance de 2, il va y avoir un 1, bien sûr, à un moment. Ça se termine toujours par un 1, quitte à enlever tous les zéros qu'il y a avant. Et là, les nombres ici sont non tous nuls. Donc il y a forcément un 1. D'accord ? Parce que s'ils étaient tous nuls, ce serait une puissance de 2. Bon. Donc ici, on aurait un 1. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre pour k
le nombre qui s'écrit en binaire avec que des zéros là, et je fais démarrer k ici, voilà. Et donc finalement, ça veut dire que n-k, bah, c'est quoi? Bah, c'est ces nombres-là, et à partir de là, c'est que des zéros, puisqu'on voit bien par les règles élémentaires de l'addition que quand on ajoute, ça fait bien n. Bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous voyez bien que S de k, c'est cette somme-là, S de n-k, c'est cette somme-là, et S de n, c'est cette somme-là. Donc ça fait bien 0. Et donc nk, c'est impair. Bon, voilà, la partie C était finie. Elle est sympathique en soi, mais bon, elle semble tirée de je sais pas, un journal style mathématiques récréatives pour le secondaire, quoi. C'est évidemment des mathématiques que j'aime beaucoup, mais qui sont complètement hors de leur contexte, hors de leur élément, dans un problème d'agrègue, pour moi. Hein, dans ce cas-là, pourquoi payer des congés alors qu'il suffit de relire un livre de terminale pour comprendre ça. Alors peut-être terminale option maths, peut-être terminale d'avant, voilà, mais tout de même, quoi. Hein. Voilà. Donc, pour ce qui est de la correction détaillée, je vais m'arrêter là, parce qu'après, on attaque vraiment le péadique, et là, ça rame, il y a 50 questions où ça rame, avec quand même un problème qui veut dire quelque chose à la fin. Hein. Ça, je dis pas le contraire. J'ai bien envie d'ailleurs, à un certain moment, mais pas tout de suite, parler du problème et de là où il voulait en venir, où il a des choses intéressantes à dire, évidemment, mais dans le cadre d'une vitrine des mathématiques et de l'agrégé interne, etc., où on peut dire, ah oui, on fait du péadique, etc., etc., mais pas dans le cadre d'un problème censé évaluer une année complète, voire plus pour certains, de travail sur le programme entier. Quoi. Voilà, on terminera là-dessus.